C'est dans quelques minutes que nous allons éteindre ensemble les lumières que nous avons laissées allumées, même quand elles ne sont pas indispensables. La sobriété. Accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. C'est un interrupteur pour la façade. Et du coup, quand il est baissé, ça éteint la façade. La sobriété énergétique. Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La sobriété. On se mobilise tous pour le tenir. Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. On ne vous verrait plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Les lumières allumées toute la nuit, en fait, je pense que c'est une aberration parce que dans un monde à ressources limitées, le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est peut-être de ne pas consommer. La sobriété. Col roulé ou pas col roulé ou autre chose, mais l'important, c'est oui de tous faire des efforts. Attention, 1, 2, 3, éteignons les lumières. Et débutons ce 9e numéro du MAG. Voilà, tout en sobriété, avec le col roulé et sans lumière. Pour le moment, en tout cas, nous sommes dans le thème de ce MAG numéro 9. Merci d'être présent, en tout cas, pour y assister. Le thème, vous l'avez vu, la sobriété énergétique, ses impacts sur les métiers de l'environnement de travail. Pour ce 9e numéro, nous débuterons bien sûr par mon édito dans un instant. Mario nous éclairera sur les obligations légales, bien sûr, pour tout savoir du côté législatif. Nous découvrirons aussi à travers un retour d'expérience les mises en place de mesures pour la sobriété énergétique en entreprise avec Jérémy Soimier, qui est directeur du Facility Management chez Ariane Group, avec Sophie Vacher, directrice des ressources internes chez Altarea, que je suis allé interviewer. Et puis, Morgane Moulier nous présentera l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, où elle est chef de projet. Je partagerai ensuite une sélection d'ouvrages sur la question dans le repéré pour vous. Et puis, je le sais, vous l'attendez, Clémentine et Chloé partageront l'actualité de la com de l'ARCEG. Mais donc, pour le moment, pour débuter, mon édito, un petit rappel important. La sobriété, comme l'explique Guillaume Crézé, coordinateur de la cellule mobilisation des entreprises de l'ADEME, la sobriété, c'est à la fois établir une efficacité énergétique sur les process, supprimer l'ensemble des pertes pouvant être évitées sur différents usages, que ce soit sur les sites de production ou dans la chaîne de valeur du fret. Une illustration tient justement sous forme de triptyque qui a été réalisée par Negawatt, association qui encourage justement la sobriété dans les usages afin de réduire la quantité nécessaire à la satisfaction des besoins. Une approche qu'il qualifie d'ailleurs de bon sens, sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable, comme vous le voyez. Ce sujet, nous l'avons choisi parce qu'il est au cœur de l'actualité, avec la flambée des prix de l'énergie qui a déjà incité bon nombre d'entreprises à prendre des mesures simples dans le cadre de leur démarche RSE, par exemple, des éco-gestes à effet immédiat. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu, l'actualité récente, c'est le gouvernement qui, jeudi dernier, le 6 octobre, vient d'appeler à la mobilisation générale en présentant un nouveau plan de sobriété en 15 mesures phares avec un objectif, consommer 10% d'énergie en moins cet hiver, et ce, quel que soit le secteur d'activité ou le statut de l'entreprise, avec des mesures, par exemple, comme le chauffage dans les bureaux à 19 degrés, vous en avez forcément entendu parler, une température à maintenir à 16 degrés la nuit, 8 degrés si le bâtiment doit être fermé 3 jours ou plus. Il est également demandé aux entreprises de décaler ou d'écourter la période de chauffe si la température extérieure le permet. Des mesures d'ailleurs qui, selon le gouvernement, pourraient générer un gain de 12% sur la consommation de chauffage. Les salariés sont aussi bien sûr invités à réduire l'utilisation d'eau chaude sanitaire, par exemple. Dans ces mesures, il est aussi question de l'extinction de l'éclairage extérieur la nuit, pour le tertiaire, pour la grande distribution, mais aussi pour les collectivités territoriales. Une extinction des lampes qui concerne aussi les locaux à l'intérieur, en encourageant l'utilisation de détecteurs de présence. Plus généralement, il est conseillé d'éteindre plus systématiquement, un réflexe quasiment, les imprimantes, les serveurs informatiques, les photocopieurs, la nuit, les distributeurs de boissons, les systèmes de ventilation,
L'optimisation aussi des trajets domicile-bureau est encouragée avec, par exemple, l'incitation à réduire sa vitesse au volant à 110 km/h pour tous les agents du service public, pour inciter aussi d'ailleurs les utilisateurs des flottes d'entreprises privées à faire de même. D'ailleurs, à propos d'incitation, la place qui est vraiment le rendez-vous que propose le gouvernement, c'est cette plateforme qu'ils vont mettre en place et qui s'appelle « Les entreprises s'engagent », qui va regrouper donc les entreprises qui prennent la totalité des engagements et qui seront accompagnées dans leur déploiement, car c'est le cœur finalement de notre thématique du jour. Toutes ces mesures, très bien, oui, on est d'accord, on est motivé, oui, mais il faut les mettre en place, s'assurer qu'elles vont être appliquées, les inscrire dans un process, les placer sous la responsabilité de celui ou celle qui sera le garant de la méthode. Et donc, cela concerne bien évidemment les métiers de l'environnement de travail au premier chef. Et cela pose beaucoup de questions. Comment appliquer les obligations légales qui évoluent constamment? Comment mettre en place ces plans de sobriété? Quelles problématiques, quelles contraintes, quelles conséquences cela peut impliquer au quotidien, aussi bien pour les DET que pour les salariés? Quelles sont les solutions les plus faciles à mettre en œuvre, les plus efficaces, les plus importantes, les plus urgentes? Et enfin, quelles sont les grandes étapes à venir pour participer activement tous ensemble à la sobriété énergétique dans les entreprises? Là, je suis à moins de 19 degrés, je le sens bien. En tout cas, pour répondre à toutes ces questions, nous serons tout à l'heure avec nos invités, mais pour le moment, je vais donner la parole à Mario Fernandez, notre responsable du pôle études et prospectives à l'ARCEG, qui va d'abord nous éclairer sur la législation. Jingle. Bienvenido Mario, bonjour à toi. On fait le point, je le disais, sur la réglementation qui évolue beaucoup, bien sûr, mais il y a des lois qui sont déjà en place, des décrets qui ont été publiés. Tu vas absolument tout nous dire. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Ça va très bien, c'est un peu froid. Bon, faut s'adapter et c'est vraiment le sujet. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu l'actualité, vu ce sentiment d'urgence qui impère en France, mais pas que, en Europe aussi. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment un nouveau sujet, puisque ça fait longtemps en fait, qu'on parle de performance énergétique dans un cadre général. Et il y a en fait un cadre réglementaire en France qui date de plusieurs années. Donc, pour vous donner quelques éléments, on peut commencer par rappeler le fait que les bâtiments doivent faire des diagnostics de performance énergétique, des DPE, depuis 2006. Le but ici, ça serait d'évaluer justement les niveaux de consommation et d'émissions, par exemple, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que ça fait très longtemps qu'on commence à voir en France de la réglementation liée à la performance énergétique, voire même sobriété énergétique. On peut parler aussi de la loi DDADUE. C'est un acronyme qui, bon, c'est un peu long, un peu compliqué, mais quand même, voilà, la loi DDADUE, qui depuis 2013 concerne les entreprises avec plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d'euros en chiffre d'affaires. Et ça serait un audit additionnel concernant l'énergie. Il y a également la loi relative à la transition énergétique pour les bâtiments tertiaires qui établit l'obligation de rénover le parc tertiaire pour atteindre une baisse de 60% des consommations énergétiques d'ici 2050. Et il y a également, en 2018, la fameuse loi Elan qui a fixé sur le très long terme des objectifs pour réduire les consommations des bâtiments de l'ordre de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. On peut voir également que pour appliquer cette loi dans le tertiaire, on a vu le décret tertiaire en 2019. Il faut dire que ce n'est pas tous les bâtiments forcément qui sont concernés. On parle des sites avec plus de 1000 m². Mais quand même, pour les grands sites, le décret donne 3 options pour atteindre les objectifs qui ont été stipulés dans le loi Elan, c'est-à-dire mettre en place des équipements performants, installer des dispositifs de contrôle et de gestion d'actifs et modifier le comportement et les habitudes des occupants des bâtiments.
En plus de tout ça, à partir du 30 septembre de chaque année, tous les sites concernés, devront déclarer leur consommation sur un logiciel qui s'appelle Opera, qui est une plateforme numérique de l'ADEME. Il se trouve que cette année, il y a eu un délai de tolérance parce que la plupart des entreprises concernées, il me semble, n'ont pas saisi leurs informations à temps. Mais voilà, je pense qu'on s'adapte et on s'habitue à l'exercice. Mais quoi qu'il en soit, c'est une obligation réglementaire désormais de mettre et d'insérer ces consommations. Et voilà, en échange de tout ça, les entreprises avec ces bâtiments recevront une attestation annuelle des consommations avec un système de notation pour qualifier justement ces efforts de réduction sur le long terme. Donc ça, c'est pour des critères tertiaires. Après, bon, si on pousse un peu plus loin la réflexion, il faut quand même parler de la RE 2020, puisque là, bon, c'est pas que l'énergie qui est concernée, mais quand même, c'est important de souligner cette réglementation dans un sens environnemental, parce qu'on prévoit quand même de réduire l'impact climatique des nouvelles constructions. Là, par exemple, les émissions des bâtiments neufs sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie, ce qui va encourager également l'utilisation de matériaux biosourcés et une chaleur renouvelable. On va également, avec la RE 2020, consolider la tendance vers des bâtiments à performance environnementale élevée dans un cadre général, pas que énergétique, mais aussi, et garantir finalement une meilleure adaptation des sites face aux extrêmes climatiques comme les canicules, les inondations, etc. Puisque, bon, maintenant, dans l'urgence de notre contexte actuel, on parle d'être sobre énergétiquement pour des questions économiques, mais il y a également des enjeux écologiques. Et justement, adapter les bâtiments aux extrêmes climatiques, c'est aussi important parce que malheureusement, on va avoir sur le long terme des effets négatifs du changement climatique. Mais bon, en tout cas, ça c'est rapidement le cadre réglementaire. Si vous voulez plus d'informations sur la réglementation, mais également sur d'autres aspects de la transition énergétique, je vous invite à consulter la fiche L'essentiel sûr de l'ARCEG dédiée à ce sujet, qui s'appelle la transition énergétique dans les bâtiments. Il est disponible sur notre site internet. Vous aurez accès en tant qu'adhérent de l'ARCEG à cette ressource et à beaucoup d'autres fiches pratiques, mais également des podcasts, des événements. Voilà, tout est sur notre site. N'hésitez pas à consulter cette fiche et d'autres types de ressources liées à ce thème. Merci beaucoup, Mario. Tu parlais il y a quelques instants d'immobilier durable. Ça tombe bien, tu fais le lien avec notre prochain invité. Et avant d'avoir les retours sur expérience, justement, de Jérémy Soimier et de Sophie Vacher, on va parler d'immobilier durable dans ce mag. Merci beaucoup, Mario. Merci à toi, Miguel. Jingle. Il arrive. Je l'attends. C'est pas grave. S'il vient pas, il est là. Voilà, j'ai bien fait de l'attendre, il arrivait. Voilà. Sobriété énergétique, quel impact pour les métiers de l'environnement de travail? C'est donc le titre, effectivement, de notre épisode, de ce numéro 9 du MAG. Je vais accueillir nos invités donc, et avoir un retour sur expérience avec des mises en place de ces mesures, de ces incitations à plus de sobriété énergétique, avec Jérémy Soimier, qui est directeur du Facility Management chez Ariane Group, Sophie Vacher, je le disais, directrice des ressources internes à Altarea, et Morgane Moulier, qui est chef de projet adaptation et énergie à l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Bonjour à vous. Est-ce que nos invités sont avec moi sur scène? Ils ne sont pas encore arrivés. Ils me rejoignent, c'est parfait. Bonjour Morgane. Bonjour. Et bienvenue. Je le disais, vous êtes donc chef de projet adaptation et énergie à l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable. Alors, je pense que pour que ce soit clair pour tout le monde, déjà pour commencer, vous allez peut-être nous présenter ce qu'est l'Observatoire de l'immobilier durable. Très certainement. Donc, l'Observatoire de l'immobilier durable, qu'on appelle aussi OID, ouais. C'est une association indépendante qui, depuis 10 ans maintenant, veille à la progression des enjeux environnementaux et sociaux dans le domaine de l'immobilier. Très bien. On le voit, vous avez plusieurs missions que vous nous avez présentées à travers un petit visuel qui résume bien justement
votre spectre d'action. Oui, totalement. Je voulais aussi rappeler que notre association, elle repose aussi sur nos membres, en fait, puisqu'on a plus d'une centaine de membres qui nous aident à produire toutes les ressources qu'on produit et à organiser des événements pertinents, en fait, en fonction des réalités du marché. Ouais. Et du coup, pour revenir sur nos missions, que j'avais résumées donc, dans le visuel, on œuvre donc à la transition écologique et sociale dans le domaine de l'immobilier de différentes façons. Donc d'abord, on a un centre de ressources qui s'appelle Talouen et qui est gratuit et ouvert à tous. Et sur ce centre, on publie des décryptages, des études, des baromètres. Et via ce centre, on essaye de sensibiliser et de vulgariser les enjeux environnementaux et sociaux dans le secteur de l'immobilier. La deuxième aspect, c'est qu'on facilite l'intelligence collective via différents événements. Donc, on organise par exemple des groupes de travail avec nos membres pour essayer d'échanger un petit peu sur ces enjeux et sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On organise aussi des ateliers, des conférences, des visites de sites qu'on trouve exemplaires sur le sujet. Et enfin, on essaye de se positionner en tant que relais institutionnel pour faciliter l'appropriation des réglementations par les acteurs. Pardon, je suis avec vous, Morgane. Vous avez préparé pour nous aussi des données donc, que vous récoltez par rapport justement aux consommations énergétiques qu'on peut évoquer déjà à travers cette première illustration. Exactement. Et donc, ce travail, si vous voulez le retrouver, il est donc sur notre centre de ressources Talouen. Et donc, on collecte depuis 10 ans maintenant des données auprès de nos membres de consommation énergétique réelle, des bâtiments de bureaux, des centres commerciaux, du résidentiel collectif et de la logistique. Et en fait, pour revenir un petit peu sur le sujet de sobriété énergétique, ça nous permet, c'est important parce qu'en fait, ça nous permet de mesurer les performances réelles des bâtiments et de dresser un constat sur l'usage réel qui en est fait. Et ça diffère un petit peu des réglementations comme le DPE logement ou la RE 2020, dont Mario parlait tout à l'heure, qui sont basées sur des modélisations et donc qui ne prêtent pas forcément en compte cet aspect de sobriété. Très bien. On a aussi une autre illustration pour toujours corroborer ce que vous nous dites sur les consommations énergétiques, une moyenne des bureaux, en l'occurrence par localisation. Exactement. Et du coup, ce qui est intéressant de noter dans ce graphe, c'est que les bâtiments franciliens de bureaux, ça c'est pour les bureaux, ils présentent un niveau de consommation énergétique plus important par rapport au standard, donc plus important de quand même 20%. Et ce qu'on note, c'est que donc, ces bâtiments de bureaux en Île-de-France et particulièrement ceux situés dans le quartier central des affaires, ils ont des consommations énergétiques plus élevées. Pas parce qu'ils sont moins performants, parce que c'est des bâtiments qui sont en fait très performants, mais parce qu'il y a un usage différencié sur ces actifs. Autrement dit, le niveau de prestation de services proposé par ces actifs qu'on dit prime sur le marché parisien, il pèse inéluctablement sur la facture énergétique que nous, on vient collecter derrière. Autre élément important, la différence de consommation, de moyenne de consommation d'énergie en fonction des certifications. C'est votre quatrième illustration. Exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait aussi aborder ici, c'est que c'est pas parce qu'on a un bâtiment qui est certifié qu'il va moins consommer. Et ce qu'on retrouve dans notre baromètre d'année en année, c'est qu'en fait, ces bâtiments certifiés, ils consomment parfois un petit peu plus que le standard. Et ça, c'est dû au fait que les stratégies de certification, elles sont faites sur des bâtiments qui sont haut de gamme. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait sur les bâtiments de bureaux du quartier central des affaires. On a des bâtiments haut de gamme qui proposent beaucoup de services avec des usages plus importants et on a donc des consommations énergétiques plus élevées, malgré des critères de performance sur certains de leurs équipements. Donc, ça rejoint totalement le sujet de sobriété et vers quel modèle, en fait, on a envie de se tourner dans la construction, mais aussi dans l'investissement dans les bâtiments. Vos membres de l'association, ce sont globalement des acteurs de l'immobilier, j'imagine? Exactement. On représente un petit peu toute la chaîne de valeur de l'immobilier. On a des bureaux d'études, des promoteurs, des gestionnaires d'actifs, des bureaux de conseil, etc. Et vous vous réunissez, vous créez des réunions, des bases de travail qui servent à tout le monde? Exactement. Un peu comme l'ARCEG, finalement. Exactement.
Très bien. Merci beaucoup, Morgane, pour ces informations. Je précise et je vous rappelle, vous qui nous regardez, que vous pouvez bien sûr poser des questions à nos invités. Vous avez l'onglet chat qui est prévu à cet effet sur le côté. Donc, n'hésitez surtout pas dans le chat à poser vos questions à Morgane ou à notre prochain invité, en l'occurrence Jérémy Souamier. Bonjour Jérémy. Bonjour Miguel. Vous êtes, donc, je le disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, directeur du Facility Management chez Ariane Group, et avec vous et avec Sophie Vachel d'Altarea, on va voir vraiment un retour, retour d'expérience sur l'application de ces mesures. Déjà, première question, Jérémy, comment vous, chez Ariane Group, vous gérez toutes ces obligations légales, toutes ces publications qui évoluent sans cesse? Évidemment, c'est un travail éminemment difficile. On a plusieurs sources réglementaires, donc on a tous les dispositifs réglementaires qu'a présenté Mario, et dans les métiers du facility management, on a le code du travail, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme ou de la construction. Donc voilà, et on a une grande variété de sources. Et en ce moment, le thème de l'énergie est un thème foisonnant, et on a aussi maintenant beaucoup de décrets, de communiqués qui paraissent. Donc il faut rester connecté, lire, écouter la presse. Donc voilà, c'est effectivement une tâche à part entière. De façon plus structurée au sein d'Ariane Group, on a un service de veille réglementaire, généralement qui est porté par nos équipes des services sécurité, santé et environnement. Et donc qui analyse globalement avec un travail assez fastidieux tous les textes qui sortent pour regarder ceux qui nous sont applicables et ceux qui ne le sont pas. On peut aussi ponctuellement s'appuyer sur des organismes qui proposent des prestations de veille qui permettent d'identifier, pour des structures de plus petite taille, qui permettent d'identifier les textes applicables. Très bien. Je vous propose de découvrir ensemble la réponse à la même question que j'ai posée à Sophie Vacher d'Altarea cette semaine. Je suis allé la voir à son bureau dans un très bel immeuble. Comment ça marche pour Altarea, l'application justement de ces lois qui changent tout le temps? Écoutons tout de suite sa réponse. On a la chance chez Altarea d'avoir deux équipes qui font une veille. Soit une veille très axée performance énergétique et environnement, ça va être notre partie RSE, ou une veille plus axée juridique et sociale. Donc on a ces deux équipes-là et qui nous remontent les infos, et donc et puis nous aussi, de nous-mêmes, pour l'exploitation du bâtiment, on fait une sorte de veille beaucoup moins poussée, en tout cas moins systématique, mais on a ce même principe, donc on arrive toujours à surfer, à s'adapter, etc. aux nouvelles évolutions. Et puis c'est quand même le nerf de la guerre chez Altarea. On a une de nos valeurs, c'est vraiment le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, on va le dire dans le bon sens. Et donc du coup, on est très très sensible à ça. Donc dès qu'il y a une petite info, un petit quelque chose, soit on est même en avance, soit en tout cas on va chercher la solution. Sophie, à qui j'ai demandé par la suite quelles étaient les premières décisions, les premières actions qu'ils avaient mis en œuvre, qu'elle avait mis en œuvre dans ce bel immeuble moderne qui est leur siège dans le 2e arrondissement à Paris. Écoutons tout de suite la réponse de Sophie Vacher que je vais retrouver en image. Hop, je la retrouve et je vous fais écouter sa réponse sur les premières actions qu'elle a mises en place. Le bâtiment a une très forte inertie, le bâtiment est une nouvelle génération avec une isolation spécifique, déjà un renouvellement d'air. Tout ça, on est au dernier niveau de technologie, au plus récent niveau de technologie. Donc on a des adaptations. Les adaptations qu'on a fait en fait depuis maintenant quelques mois, c'était déjà de réduire la température dans les bureaux. Là, on est passé à un niveau supérieur puisque nous sommes descendus à 19 selon les réglementations gouvernementales, en tout cas les incitations, puisque l'annonce c'est sur des incitations et pas des obligations. Donc on est passé à 19 degrés, on a l'automatisation, ça c'était déjà fait depuis notre emménagement, l'automatisation de la fermeture et de l'ouverture des stores en fonction de l'ensoleillement, en fonction de l'exposition. On a activé la réduction des éclairages, alors à la fois dans les circulations, on active simplement un plafonnier sur 2. On va avoir la réduction de la temporisation, de la durée de temporisation des éclairages, ça va être dans les bureaux et dans les circulations. Il y a encore quelques mois, on était sur 15 minutes. Quelqu'un passe, ça s'allume pendant 15 minutes. On se rend compte très vite que c'est idiot. Donc voilà, on est passé à 2 minutes dans les circulations, 5 minutes dans les bureaux pour éviter l'effet le soir, toutes les 5 minutes de devoir bouger.
On va avoir aussi une mesure un peu, je pense, qui restera pérenne. D'ailleurs, il y a plusieurs que là, on est en train de mettre en place des choses, comme je disais tout à l'heure, très en face avec la conjoncture. Mais il y en a plusieurs d'entre elles que l'on va pérenniser très certainement parce qu'elles sont de bon sens, tout simplement. Et donc celle-ci, c'est la fermeture de nos bureaux le samedi. Aujourd'hui, on était fermé le dimanche. On était pseudo-fermé le samedi, en tout cas avec peu d'activité, mais nos bureaux ouverts en mode occupé en fait, avec le chauffage, avec les éclairages qui pouvaient se déclencher. Et donc là, on revient à un mode inoccupé. Les bureaux restent accessibles, en tout cas en mode inoccupé. Donc voilà, c'est quelques petites mesures comme ça qu'on a mis en place il y a déjà quelques semaines. Puis il y en a une autre vague de mesures qui va arriver également avec la consommation énergétique. Voilà pour les premières mesures mises en place par l'équipe de Sophie chez Altarea. Je vous pose la même question, Jérémy, chez Ariane Group. Alors, quelles sont les premières mesures que vous avez mises en œuvre? Quelles ont été les plus faciles d'ailleurs à mettre en place, les plus efficaces tout de suite de votre côté? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de croiser les retours d'expérience. On est une entreprise industrielle et globalement, on dissocie deux types d'actions. Effectivement, la sobriété d'un côté et l'efficacité énergétique de l'autre. Ce qui s'apparente chez nous sur l'aspect sobriété à travailler sur les comportements et l'exploitation de nos bâtiments et l'exploitation de nos installations industrielles. Et sur la partie efficacité énergétique, ce sont plutôt des travaux pour modifier et pour permettre la transformation de nos sites. Donc sur la partie comportement, on va être sur des modes d'exploitation, donc c'est-à-dire mettre, comme le disait ma confrère, des modes d'exploitation avec des modes réduits de consommation la nuit, le week-end, où on va venir diminuer les températures ou diminuer les débits de ventilation ou des choses comme ça. Donc ça, ce sont des choses qui paraissent assez immédiates, mais sur des sites industriels, la température, par exemple, d'un atelier peut conditionner la qualité de nos produits. Donc les marges de manœuvre ne sont pas aussi évidentes et faciles que sur des espaces tertiaires, par exemple. Donc ça, c'est plutôt la partie exploitation. Et sur la partie travaux, donc une des premières choses qu'on a menées il y a quelques années, c'est de déployer des plans de comptage, donc des réseaux de compteurs qui sont reliés à un outil, un Energy Management Software. Donc c'est un logiciel qui permet de remonter toutes les données de consommation. On dit généralement que quand on commence à mesurer et à compter un petit peu les choses, on fait déjà une première économie de 5 à 10%, puisqu'on voit apparaître toutes les aberrations finalement qu'il y a dans un bâtiment, et ce sont des actions logiquement très rapides à mettre en œuvre et qui tout de suite ont un impact. Pour autant, mettre en place un plan de comptage des compteurs et toute une architecture permettant ça, en soi, c'est déjà un investissement et du temps à passer. Et ensuite, donc sur les investissements à proprement parler, on travaille donc sur nos process pour regarder les modes de fonctionnement et où sont les plages et les marges de manœuvre qu'on a dans nos process, ce qui n'est pas forcément évident en fonction des types de process. Et puis on travaille bien sûr sur tous les équipements, en particulier les équipements de chauffage, les équipements de ventilation, de climatisation, et on essaye de transformer nos installations qui parfois sont vieillissantes, donc en faisant de la récupération de chaleur, en mettant des équipements qui ont de meilleurs rendements aujourd'hui que ce qui équipe nos sites. Donc voilà, donc ce sont les deux grands volets d'actions qu'on peut déployer sur nos sites. Mais justement, ces capteurs, tous ces outils, c'est de l'investissement. Ces compteurs, il faut les acheter, il faut les installer. Comment ça se déroule? Alors, on démontre globalement qu'on a un temps de retour sur investissement, parce que forcément, tous les investissements sont comparés entre eux avec les investissements pour d'autres projets qui rentrent dans notre business. Donc le but du jeu, c'est de venir démontrer la rentabilité de ces investissements dans le temps et l'impact que ça aura aussi sur la décarbonation de notre mix énergétique. Donc voilà, donc c'est un travail effectivement d'études et on s'appuie aussi sur cette partie investissement. On parlait de veille tout à l'heure et de contenu réglementaire, mais il y a aussi beaucoup de dispositifs de subvention dans les régions, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des régions. Et puis, on a les mécanismes de certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a aussi tout ce travail qu'il faut analyser et qui permet d'optimiser la rentabilité des projets et d'aller chercher l'adhésion et de favoriser la décision au niveau de notre direction. Concrètement, vous avez débuté à partir de quel moment? Vous avez établi un plan de comptage? Comment vous avez procédé?
Alors, on a pris l'année 2017 comme une année de référence, effectivement. Ouais. Et en 2018, donc on a déployé notre première politique énergie qui nous a donné un objectif de réduire nos consommations de 10%. Avec une cible 2020 par rapport à l'année de référence 2017. Voilà, donc 10% en 3 ans. Et donc, on y est arrivé. Ouais. Et on entre maintenant dans une deuxième phase de cette politique énergie et on cherche 10% supplémentaires à horizon 2024. Donc, ce qui correspondra à 20% de réduction de nos consommations entre 2024 et 2017. Et alors, pour toute cette partie énergie, comment vous travaillez ? C'est quoi le modus operandi chez Ariane ? La première chose, c'était de mobiliser, on va dire de constituer une équipe. D'accord. Donc, on a mandaté des relais énergie, site par site. Ouais. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que dans le plan de sobriété, une des mesures est d'identifier un ambassadeur énergie. Donc, on a des ambassadeurs énergie qu'on appelle relais énergie chez nous. On en a au sein de chaque site, soit dans les équipes de production, soit dans les équipes qui gèrent plutôt les sites. Donc, on a un réseau d'acteurs qui sont mandatés pour identifier les gisements et trouver les meilleures solutions et travailler sur celles qui auront le plus d'impact. Alors, sur le côté, dans la partie chat, je vois des premières questions qui arrivent. On parlait de retour sur investissement. C'est justement l'objet de la question de Patrice. Quel délai de retour sur investissement? J'imagine que ça dépend. C'est un peu compliqué comme réponse. Je pense que ça dépend des entreprises. Ouais. On partage les expériences avec certains de nos confrères dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. On a aujourd'hui des délais de retour sur investissement qui sont plus courts que ceux qu'on pouvait mettre en œuvre il y a encore quelques années. Si on prend les coûts de l'énergie actuellement, les délais de retour sur investissement sont très très courts. Nous, on est entre 3 et 5 ans et actuellement ça s'accélère. Ouais, ça s'accélère. Et donc vous travaillez, j'imagine, avec le service achat pour vérifier justement la rentabilité des investissements que vous faites pour participer à cette sobriété énergétique. Oui, dans l'équipe, effectivement, on a la finance qui est là, les achats qui nous aident effectivement, nos équipes de travaux avec des experts. On a en interne effectivement pas mal de compétences dans certains domaines et puis on s'appuie sur les sachants du domaine aussi. Parmi tout le réseau d'entreprises qui nous accompagnent. Je voyais Morgane qui acquiesçait. Vous pouvez réagir à tout moment. Morgane, vous vouliez peut-être justement réagir à ce que Jérémy vient de dire. Oui, mais je trouvais ça particulièrement intéressant quand vous parliez d'installer des plans de comptage et de mesurer et de voir qu'effectivement, c'était à partir de là qu'on faisait des réductions sur les consommations. Ouais. Il y a une autre question qui a été posée dans la partie chat. Allez-y, posez vos questions. On est là pour ça. C'est Philippe qui demandait comment les salariés de vos établissements, alors Sophie n'est pas avec nous pour y répondre, mais comment les salariés de vos établissements tertiaires acceptent les 19 degrés dans les bureaux. Jérémy, il y a du tertiaire forcément chez Ariane, il n'y a pas que le côté industriel. Comment il l'accepte? Je rejoins complètement la question qui est là, c'est-à-dire que là, ce que je vous expose, c'est globalement l'organisation qu'on a retenue. Ouais. La réalité, effectivement, sur des sites industriels, on a certains sites qui ont plus de 200 ans chez Ariane Group. Donc, alors les bâtiments ont connu des cycles de vie différents, mais en tout cas, on est sur certains sites qui ont un historique et on voit très certainement que les anciens équipements sont pas adaptés aujourd'hui aux technologies, aux IoT, aux compteurs, à tout ce panel de solutions communicantes de l'usine 4.0. Quand on part sur un bâtiment neuf, les choses sont plus faciles à mettre en œuvre puisqu'elles sont conçues pour intégrer ces outils. Quand on est sur des parcs vieillissants et existants, le déploiement de ces outils représente des investissements qu'on peut considérer comme supplémentaires. Voilà, on part pas de zéro. C'est un petit peu comme les analogies qu'on fait entre une construction d'une maison neuve et une rénovation. Forcément, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et plus d'argent. Donc effectivement, je vois dans la question des bâtiments des années 60, oui, c'est aussi ce qu'on a. On a des bâtiments mal isolés, donc maintenir une température de 19 degrés ou de 20 degrés dans un bâtiment qui déjà n'est pas forcément bien isolé, il y a tout un accompagnement qu'il faut faire effectivement auprès de nos usagers. Oui, et l'acceptabilité des salariés, c'est la question d'ailleurs en substance que posait Marie-Pierre. Vous avez des retours, on va en parler dans un instant. Oui,
Mais ils sont bons et on voit que nos collaborateurs et les usagers de nos sites suivent le mouvement de la société en général. Hein. Moi, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis dans le métier et on voit le changement effectivement de prise en compte à tout niveau, que ce soit au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de toutes les personnes qui occupent les locaux. Donc ça se fait de plus en plus facilement. On va voir justement si ça se fait facilement du côté d'Altarea avec Sophie Vacher. Comment ça s'est passé, la mise en place de ces mesures, de ces actions? Voici sa réponse. En fait, on a monté un petit groupe de travail avec à la fois la direction des ressources internes, que j'anime, pour le groupe Altarea. On est une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Et donc, on a dans mon équipe, je vais avoir mon adjoint qui va gérer toute l'exploitation de l'immeuble. Et puis une autre de mes adjointes qui va être plus sur la partie process, performance. Donc du coup, à 3, on a monté un groupe de travail avec également la prévention des risques. Ça, c'est pour gérer les éventuelles coupures. Avec notre DRH chef d'établissement, avec une équipe de la RSE et avec aussi un collaborateur de nos centres commerciaux, parce qu'on fait des centres commerciaux. Et on est très à la pointe, on a diminué de plus de 40 à 60% nos émissions, nos gaz de carbone sur notre parc de centres commerciaux. Donc, on a vraiment une équipe sur différents métiers qui arrive à mettre sa patte. Et donc là, c'est avec cette équipe-là, on a fait ce groupe de travail. On a échangé à peu près pendant 2-3 séances et on a proposé tout un pan de mesures à notre COMEX qui ont toutes quasiment été validées, pour certaines dans un premier pan. Dans un temps 2, on va en faire certaines autres. Mais voilà, ça c'était à la fois collégial. Et on a une logique de fonctionnement dans le groupe où on injecte nos convictions personnelles. En fait, on fonctionne beaucoup à l'instinct et à nos convictions personnelles. Et donc là, du coup, on avait vraiment cette fibre économe, dans le bon sens, bon père de famille, cette fibre écologique également, de moins consommer depuis déjà de nombreuses années. Donc, tout simplement, ça s'accélère et la conjoncture fait qu'on accélère les choses. Voilà, ça s'accélère chez Altarea. La question que je vous posais il y a quelques instants, Jérémy, je la pose aussi à Sophie. Est-ce qu'il y a eu des réactions un peu difficiles ou de rejet justement de salariés aux premières mises en œuvre, aux premières actions qui ont été mises en place par Altarea Group? On va découvrir la réponse tout de suite de Sophie, peut-être des freins ou des réticences. Comment toutes ces mesures ont été reçues? Non, et ça c'est assez extraordinaire. Quand on a fait passer le premier point de mesure, on a pris contrainte quand même sur la baisse de la température à 19 degrés, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est plutôt bien, il fait un magnifique soleil à Paris, donc on est bien. Quand les températures vont baisser, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc non, tout le monde, au contraire, on a eu des messages, ah c'est super, bonne initiative, etc. Je pense que tout le monde est concerné. C'est une de nos valeurs du groupe. Les valeurs du groupe, c'est 5C. On a le client, je ne vais pas toutes vous les refaire, le collectif, etc. et le climat. Et donc, pour nous, c'était une évidence d'afficher dans nos pratiques quotidiennes ce que l'on met en avant dans nos valeurs, dans nos rapports annuels. Ce n'est pas un simple mot. Et donc, nos collaborateurs, ils sont engagés. Ils sont engagés et c'était les premiers à nous proposer d'autres mesures. D'ailleurs, nous dire, quand on a communiqué sur la première vague, nous dire, et ça, on ne pourrait pas faire ça aussi? Ben oui, c'est dans la deuxième vague. Donc, non. Par contre, on va avoir une vigilance vraiment forte sur l'inconfort possible. Parce que si nos collaborateurs, à un moment donné, ont froid, on va quand même se poser la question de est-ce que le 19, il est réaliste? Est-ce que c'est pas 19,5 ou 20 peut-être? Ça, je parle en mon nom. Mais c'est vraiment une attention que je vais avoir très particulière pour le confort justement de nos équipes, pour pas risquer quoi que ce soit d'une gêne, voilà. Donc ça, c'est le point de vigilance qu'on va avoir. Après, dans l'engagement, il n'y a eu aucun sujet, comme je vous disais, au contraire. Ça se passe bien chez Altarea, ça se passe bien visiblement aussi chez Ariane Group. Peut-être un petit commentaire, et effectivement, oui. je rejoins complètement ce qui est dit par Sophie. Quand on annonce 19 degrés au mois de septembre, bon, les gens peuvent se projeter sans forcément vraiment se rendre compte de ce que ça va être. Donc, il faudra être vigilant quand les températures vont vraiment baisser. Je rejoins complètement ça. Et aussi, alors comme on est sur un mix entre des ateliers industriels et le bureau, clairement 19 degrés pour une personne qui bouge toute la journée, ça n'a pas le même effet que pour une personne qui est statique à son bureau pendant toute la journée. Donc effectivement, je rejoins, il faudra peut-être des adaptations en fonction de la réalité de la situation.
D'ailleurs, quelles problématiques vous avez rencontrées jusqu'à maintenant, des contraintes, des soucis peut-être liés justement à vos sites, aux difficultés technologiques impliquées dans votre travail chez Ariane? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la réalité de nos installations. C'est-à-dire que quand on est sur des installations avec des équipements de climatisation pilotés, monitorés, où on a tout ce qu'il faut pour pouvoir ajuster les potards, on va dire, pour baisser d'un demi-degré ou d'un degré, bon, très bien. Quand on est sur des installations plus vieillissantes, où ce sont des grosses vannes dans des sous-stations sur lesquelles il faut essayer de jouer d'un degré ou d'un demi-degré, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, les difficultés qu'on peut ressentir sont liées à nos équipements, quelque part. Et alors, quelles sont les prochaines étapes de votre côté? Vous avez un plan d'action qui a été établi? Alors, mais comme je le disais, on est engagé dans une politique énergie depuis 2018. Ouais. Donc là, la prochaine étape, c'est de tendre vers l'objectif qu'on s'est donné pour 2024, donc d'arriver à moins 20% de consommation. Okay. On a aussi défini dans cette politique une volonté d'intégrer une part de renouvelable dans le mix énergétique. Donc là, on est en train de déployer un projet de photovoltaïque sur pas mal de nos sites en France, que ce soit en région parisienne, en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, on va intégrer des installations photovoltaïques en autoconsommation et d'autres en injection. Ça va représenter 25% de nos consommations électriques à peu près, dont 10% en autoconso. Donc ça, c'est lancé. C'est des installations qui vont être mises en œuvre entre 2023 et 2024. On arrivera à un plein fonctionnement en 2024. Et toujours dans la même logique de décarbonation aussi, on étudie des centrales biomasse. Voilà, donc on a des avant-projets pour avoir recours à la biomasse, avec le double intérêt que globalement ça dissocie un petit peu des marchés de l'énergie, ça décarbone, et puis ça fait tourner l'économie circulaire, puisque pour l'exemple par exemple en Gironde, les végétaux utilisés, alors c'est pas des bois, on va pas déforester des forêts pour faire, donc on va utiliser par contre des résidus de l'industrie, enfin de la sylviculture. Ouais. On a la forêt des Landes qui est pas loin. Donc il y a beaucoup de déchets végétaux, des souches essentiellement, qui sont utilisés pour de la biomasse. Donc il y a déjà des installations qui existent et qui sont éprouvées. Il y a aussi les cèpes de vigne qui peuvent être utilisés en fin de vie, et toutes les coques et les résidus de l'agriculture, du maïs ou du tournesol par exemple. Donc c'est vraiment des végétaux qui sont dans la région pour là aussi limiter l'empreinte. Donc, on est en train d'étudier ça pour augmenter notre part de renouvelable. Voilà. Et là, à très court terme, pour passer l'hiver, comme on dit, c'est l'expression d'usage, vous avez anticipé les choses? Comment vous êtes préparé? Bon, c'est compliqué. On essaie de dissocier effectivement ce qu'on appelle le plan de sobriété d'un travail qu'on a appelé, nous, plutôt résilience. Là, il y a le contexte géopolitique là, qui est compliqué. Il y a effectivement un décret en avril qui est paru sur le délestage gaz des entreprises en France. Donc, tout le monde est concerné. Hein. Il peut y avoir une hiérarchisation des entreprises qui seront appelées. J'imagine qu'on ne délestera pas les hôpitaux. Mais donc, effectivement, il peut y avoir des risques de pénurie ou de rupture d'approvisionnement d'électricité et de gaz cet hiver. Donc, l'anticiper, c'est compliqué. On ne sait pas quand ça se produira, combien de temps. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier l'impact que ça pourrait avoir sur nos activités, que ce soit sur l'indus, que ce soit sur la partie tertiaire. Donc, il peut y avoir un impact business, il peut y avoir un impact social. Donc voilà, on fait ce travail de cartographie et puis on va essayer d'anticiper et de mettre en place une capacité à réagir pour accompagner ces pénuries si elles se produisent. Merci Jérémy. On va voir ce qui est prévu du côté de chez Altarea avec Sophie Vacher. Quel est le plan d'action à venir? Écoutez sa réponse. Là, on a un gros travail. Dans la première vague, on a choisi des mesures qui étaient applicables immédiatement, sans investissement, sans grosse adaptation. Ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui, c'est un gros travail de programmation de nos équipements. Et après, en deuxième temps, ça va être des mesures avec investissement. En effet, on réfléchit à du photovoltaïque sur nos toits. On réfléchit à systématiser les détecteurs de présence. On va aussi aller sur un audit. Ça, c'est pas de l'investissement, autrement, il va y avoir un ROI important. C'est un petit investissement, mais c'est un audit énergétique complet de notre installation de climatisation. On va travailler avec une entreprise experte sur le sujet qui bosse beaucoup au Moyen-Orient
et qui a déjà travaillé sur beaucoup de nos centres, notamment notre centre commercial phare à Cap 3000 à côté de Nice. Et il cible une économie, une baisse de la consommation de 70%. Donc rien qu'avec un audit du bâtiment, même sur un immeuble récent comme ça. Donc on mise beaucoup là-dessus. Et puis il y a une autre chose moi qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui on est un peu, même si c'est un immeuble récent, on est fiers de notre réalisation, c'est notre vitrine, mais on a quand même le sentiment au niveau exploitation d'avoir une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux. Et si je vous schématise, oui, je vous schématise un peu comme ça fait un peu gros, une grosse image, mais on a une GTB classique. Et cette GTB, elle agit à l'instant T, elle va corriger certaines consignes, mais on n'enregistre pas. Et du coup, on n'analyse pas nos données. Donc, c'est passer d'une GTB à vraiment un immeuble intelligent, ce qu'on appelle le smart building, pour vraiment aller monitorer à l'instant T, aller mesurer, aller corriger et passer du préventif au prédictif. En fait, là, on a passé du curatif à une période au préventif et maintenant, on voudrait passer du préventif au prédictif en maintenance et en adaptation du bâtiment. Donc, on a plein de choses à faire et puis ça ne s'arrête pas au... Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu longue, mais on ne s'arrête pas à ça. On a des idées aussi, parce que là, on parle de consommation énergétique bâtimentaire, mais on a aussi toute la partie biodiversité, ressources, donc récupérer l'eau de pluie pour la remettre dans nos réseaux internes. On parle de biodiversité, ça va être plus des nichoirs, un potager. On avait ça en projet au début quand on s'est installé. On voulait installer un potager sur nos toits, parce qu'on a un rooftop au 6e étage, on a une terrasse, on peut déjeuner, c'est magnifique. Mais on ne se sert pas totalement, on n'utilise pas à bon escient tous nos espaces. Donc on s'est dit un potager, ben voilà, là on va le réactiver. C'est l'idée qu'on avait, qu'on n'a pas mis en place quand on est arrivé, parce que c'était compliqué avec le Covid, mais qu'on va réactiver. Et puis on va essayer d'aller un peu plus loin aussi dans la partie mobilité. Proposer un catalogue de véhicules encore moins consommateurs que ce qu'on a, même si on a déjà fait un gros effort, on suit la loi L'Homme, etc. Vous parliez de réglementation et d'adaptation. Pareil, essayer de regarder le forfait mobilité durable pour inciter les collaborateurs à beaucoup moins encore utiliser leur voiture, trajet domicile-travail, proposer des alternatives, du covoiturage, des vélos, etc. Donc on essaye de... Il y a des mesures avec un coût, et dès qu'on touche au bâtiment, ça va vite. Mais il y a des mesures aussi de bon sens, encore une fois, sur d'autres domaines que seulement la consommation classique d'un bâtiment. Voilà pour Sophie qui rejoint ce que vous disiez, hein, Jérémy. C'est bien parce que vous êtes en phase tous les deux sur les mesures et sur ce qui est mis en place et ce qui va l'être. Oui, tout à fait. Sophie parlait du GTB, hein, donc on parle de gestion technique du bâtiment. Et effectivement, les outils et avec l'évolution du digital, il faut vraiment effectivement miser là-dessus. Alors c'est des investissements, très clairement, mais monitorer, piloter les installations, ça peut permettre effectivement de faire de grandes économies. À propos d'économie, juste un petit mot sur le télétravail, parce que là aussi le gouvernement a préconisé le recours au télétravail. Si justement il y avait une crise liée à la pénurie de ressources d'énergie, vous avez, vous, anticipé ce recours au télétravail? Alors effectivement, on l'a regardé. Donc dans les 15 mesures annoncées, le télétravail est mentionné en cas de pénurie, en cas de délestage ou de rupture. Le Covid nous a fait progresser en la matière. Très clairement, il y a eu un avant et un après, et notamment au niveau de nos outils et de nos équipements informatiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est équipé pour télétravailler. C'était peut-être pas le cas en 2018 ou en 2019. Donc si on est confronté à des situations de pénurie, on a les moyens aujourd'hui effectivement pour pouvoir télétravailler. Voilà. Les anticiper, encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que ça se produira. Donc c'est plus difficile de pouvoir mettre un planning sur les choses. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Morgane, peut-être une réaction avant que je vous libère tous les deux? Sur la question du télétravail, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que ça permet de faire des économies d'énergie sur les bâtiments de bureaux, mais en soi, ça augmente quand même la facture sur les bâtiments résidentiels. Je pense que c'est quand même important de... Donc on déplace le problème, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est l'impression. Après, il y a quand même la question du déplacement qui est moins important, mais on parle d'autres sources d'énergie du coup. Ce sera l'objet d'un autre sujet, on pourra en parler. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Merci Jérémy, merci Morgane. Merci à Sophie qui a répondu à mes petites questions chez Altarea. Merci à celles et ceux qui ont posé leurs questions aussi
sur la partie de chat. On va continuer ce webinaire et on répondra à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des questions qui sont restées sans réponse, on y répondra bien sûr. On va continuer avec l'actu de la com de l'ARSEC dans un instant, mais juste avant, c'est le repéré pour vous. Merci à tous les deux. Merci. Le repéré pour vous. Donc, j'ai repéré 3 ouvrages très intéressants sur le sujet qui nous intéresse justement aujourd'hui, la sobriété énergétique. À commencer par un petit traité de la sobriété énergétique de Barbara Nicoloso aux éditions Charles-Léopold Mayer. Ça coûte 10 €. Et sincèrement, si vous devez mettre 10 € dans un ouvrage sur le sujet, mettez-les là parce que tout y est. On évoque bien sûr la crise climatique, écologique qui nous amène à mener une transition profonde de notre système énergétique carboné vers un nouveau modèle fondé sur la sobriété, la satiété des ressources renouvelables. Ce changement implique d'interroger nos besoins et nos usages énergétiques afin de faire face aux défis de la raréfaction et de la fluctuation des prix des ressources fossiles. Bref, vous allez tout savoir en lisant ce petit traité qui va vous permettre de repenser la façon dont nous utilisons, nous, l'énergie dans une grande partie de nos activités. Consultez cet ouvrage, il est très, très bien réalisé. Deuxième conseil, les contrats de performance énergétique de Pauline Morus et Olivier Ortega, qui est paru en juin dernier aux éditions LexisNexis. C'est un peu plus cher, 30 €, mais vous avez tous les contrats de performance énergétique référencés qui ont pour objectif donc de garantir dans la durée l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est vraiment, on est à mi-chemin entre tout ce qui nous intéresse, nous au premier chef, l'immobilier, le droit immobilier, l'urbanisme, la construction, le droit de l'environnement, l'énergie, bref, on est dans une démarche de création de villes et donc d'entreprises durables. Et puis enfin, tendre vers la sobriété énergétique de Frédéric Bordage, illustré par Marie Morel aux éditions Actes Sud, 6,30 € seulement, pour imaginer un monde sans numérique. On parlait de sobriété énergétique dans ce numéro. La sobriété numérique en fait partie. Donc, les écrans ont envahi notre quotidien. La preuve, nous sommes là, nos communications, même nos loisirs. Et l'avenir qui se profile, c'est un avenir multi-écran. Et malgré cette image un peu immatérielle, le numérique, lui, il est bien réel, fabriqué à partir de minerais, d'énergie, dont les réserves s'épuisent à grande vitesse, des ressources d'ailleurs non renouvelables extraites à l'autre bout du monde dans des conditions parfois effroyables, tant pour les écosystèmes que pour les populations locales. Bref, la sobriété numérique, vous voyez, le lapsus, c'est tout l'enjeu de cet ouvrage qui consiste à adopter une hygiène quotidienne, ne pas céder aux sirènes du tout technologique, privilégier le reconditionné, acheter des équipements durables, réparables, maîtriser ses usages, faire évoluer ses habitudes. Bref, suivez le guide, comme dirait l'autre, dans ce tendre vers la sobriété numérique de Frédéric Bordage, je vous le disais, aux éditions Actes Sud. Voilà pour les conseils qui vont dans le sens de notre sujet. On va terminer maintenant en beauté ce mag numéro 9 avec l'actualité de l'ARSEG. Et Chloé et Clémentine qui me rejoignent. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver personnellement après quelques mois d'absence et de retrouver la belle équipe du MAG et Chloé notamment. Nous allons commencer cette rubrique par un rapide update de votre comité exécutif. Samuel Bégon, directeur d'établissement chez Safran, est désormais votre nouveau trésorier adjoint. Sophie Vacher, que vous avez aperçue il y a quelques minutes en interview, a rejoint le COMEX en tant que secrétaire générale adjointe. Et enfin, le meilleur pour la fin, Julien Fouché, responsable immobilier et environnement de travail du groupe UP, est désormais membre du COMEX en charge de la communication et des événements. Et c'est à toi, Chloé. Merci Clémentine. Bienvenue à tous à la météo des événements en région de l'ARSEG. Dirigeons-nous vers le Grand Est et plus précisément à Reims. Un anticyclone nous accorde une pause pour profiter d'une soirée à l'Opéra le 12 octobre.
Du côté de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, sera organisée à Vèze une visite et conférence co-organisée par Chorus le 18 octobre sur le thème des achats responsables et un focus sur le travail en journée. Enfin, direction le sud-ouest de la France, votre délégation vous invite à Toulouse pour sa table ronde interactive du 19 octobre afin d'échanger sur la sobriété énergétique et comment s'y préparer. Vous aurez même l'occasion de déguster un excellent cocktail dînatoire. De grosses perturbations seront à prévoir sur l'ensemble du territoire. Et si nous parlions de la révolution du métaverse, comment peut-il impacter nos environnements de travail? Un rendez-vous proposé par l'ARSEG et l'ANDRH le 14 octobre en format webinar. Enfin, le climat sera clément le 18 octobre avec l'arrivée du dernier Club OM pour un thème sur l'onboarding, un processus incontournable pour les OM en 2022. Pour plus d'informations sur les événements de l'ARSEG, rendez-vous sur l'agenda qui est mis à jour régulièrement. Merci beaucoup Chloé. Et puis maintenant, nous allons passer donc à un petit point presse, puisque oui, on parle de vous dans les médias. Nous avons organisé une conférence de presse le 23 septembre dernier avec Latifa Akou et Julien Fouché, qui ont pris la parole sur notre sujet, la sobriété énergétique en entreprise. Et sachez que de cet événement ont découlé plusieurs articles dans la presse, notamment dans Info Social RH, l'Usine Nouvelle, AEF Info et même une intervention de Julien sur la web TV Smart TV. Bismart TV, pardon. Retrouvez tous ces articles sur l'espace presse de notre site internet. Et le meilleur pour la fin, les trophées ARSEG sont de retour après 2 longues années d'absence. Ils reviennent à Cannes. Nous vous rappelons aujourd'hui qu'il est encore temps de candidater puisque la deadline est dans 3 jours, alors foncez tous à vos dossiers. Nous vous attendons et dans tous les cas, nous serons là avec Chloé, Clémentine, Miguel et toute l'équipe des permanents en bas des marches et du tapis rouge. On vous attend le 24 novembre à Cannes au Palais des Festivals. Pour les absents, n'ayez crainte, l'événement sera retransmis en direct sur Internet. Voilà, je pense que c'est tout pour l'actu. Plus qu'un mot, nous vous attendons tous, tout de paillettes vêtues. Et bien évidemment qu'on mettra des paillettes, Clémentine et Chloé. Merci à toutes les deux. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Clémentine parmi nous. Merci pour on va dire ce passage en revue de l'actualité de l'ARSEG. Je vais ajouter, mesdames, qu'on se retrouvera pour le MAG numéro 10. Ah bah oui, tiens, on va quand même donner la communication, le moyen de communiquer avec vous, Clémentine. Oui, tout à fait, pour toutes les questions, besoins, tout ce qui vous passe par la tête, pas de souci, on est là. Vous pouvez nous écrire à l'adresse communication@arseg.asso.fr et n'hésitez pas à consulter notre site internet qui est très riche, où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de supports pour vous. Ben, merci beaucoup Clémentine, merci à vous de nous avoir suivis. Je salue celles et ceux qui étaient là, je vois quelques noms passer. Merci Anne, merci Patrice, merci Myriam, Isabelle, Arnaud. Vous étiez très nombreux à être avec nous pour ce numéro 9. Vous le retrouvez, bien sûr, ce mag en replay à disposition quand vous voulez, où vous voulez, sur le site arseg.asso.fr. Vous allez dans événements et vous cliquez sur le… Revivez nos événements. Voilà ça, revivez nos événements. Pardon, soyons précis. À propos d'événements, outre celui des trophées donc fin novembre à Cannes, il y aura un autre mag, le numéro 10, ce sera le 13 décembre. Et attention, horaire exceptionnel, on se retrouvera à 12h30 et non pas à 17h30 comme d'habitude. Donc, notez-le sur vos agendas. Le prochain mag, c'est le 13 décembre à 12h30. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, mesdames. Et, merci beaucoup, Miguel. À très bientôt. Merci à tous, à toute l'équipe.